Salut les maîtres zen, aujourd'hui on va parler du phénomène de mode chez les races de chiens. Alors qu'est-ce que c'est que la mode tout d'abord? En fait la mode c'est finalement quelque chose qui est plutôt naturel, comme nous les humains, nous sommes une espèce sociale, nous avons assez facilement besoin de faire comme les autres. De plus, plus on va voir quelque chose à répétition, plus on va s'habituer à cette chose et plus notre cerveau va l'étiqueter comme quelque chose de connu et donc de rassurant. C'est comme ça que par exemple, des fois j'entends une musique pour la première fois que je trouve absolument dégueulasse. Et puis à force de l'entendre en boucle au supermarché, je me surprends une fois tout à coup à entendre les premières notes de la musique et me dire « Ah mais tiens, ça je connais, j'aime bien !» Alors qu'en fait non, à la base j'aime pas du tout cette musique. C'est normal, c'est parce que le cerveau s'habitue en fait à ce qu'on voit beaucoup et va commencer à y voir quelque chose de cool et va se dire « Ah bah tiens, ce chien il est mignon » à force de voir par exemple cette race de chien. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on voie les différents problèmes qui vont être des conséquences au phénomène de mode. On va voir deux gros principaux problèmes, même si en fait il y en a beaucoup plus. Et ensuite on va parler des 4 races qui sont le plus à la mode en ce moment et de savoir qu'est-ce qu'il faut bien savoir et comment bien se renseigner sur ces races-là. Je suis Laetitia Gonon et j'accompagne chaque jour des familles à mieux vivre avec leurs chiens, à être plus heureuses, à mieux se comprendre, mieux se connaître et pouvoir vivre ensemble en harmonie. Alors la mode, bien sûr, ça a plusieurs problèmes et la mode, ça arrive vite. Il suffit d'un film ou d'un dessin animé comme Lassie ou les 101 Dalmatiens. Il suffit d'un chien qui va être un peu connu, un chien d'une star ou un chien qui a fait quelque chose, qui a sauvé le monde pour que rapidement, en fait, les humains commencent à s'attacher à cette race et à développer cette race. Si vous aimez particulièrement notre contenu, que vous avez envie d'en apprendre plus, que vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'échanges, qu'on puisse parler de toutes ces races, qu'on puisse comprendre votre chien plus en détail, plus en profondeur, je vous invite à nous rejoindre sur notre plateforme 100% en ligne, maïeduzen.com. Alors le premier gros problème, c'est qu'il faut comprendre comment ça marche tout le principe de la sélection, la reproduction et donc de l'élevage d'une espèce, donc là en l'occurrence des chiens. Donc pour comprendre ça, je suis obligée déjà d'expliquer un petit peu la différence entre la sélection naturelle, darwiniste et la sélection artificielle. Donc Darwin a très bien expliqué la sélection naturelle, c'est-à-dire que dans la nature, les animaux se reproduisent, ils font beaucoup d'enfants et puis sur ces grosses portées, il n'y en a que certains individus qui vont survivre ou en tout cas survivre longtemps. Il va souvent y avoir des morts déjà à la naissance, puis dans les tout petits, etc., puis en grandissant et ainsi de suite. Et puis il y a certains individus qui vont vivre plus longtemps et réussir à se faire une place. Et du coup, les individus qui auront vécu le plus longtemps, c'est ceux qui vont pouvoir à nouveau se reproduire. Donc c'est eux qui vont transmettre leur génétique. Et ceux qui ont réussi à vivre le plus longtemps, bon, bien sûr, il y a un facteur chance, mais il y a surtout un facteur que c'est parce qu'ils étaient le mieux adaptés. Donc par exemple, je sais pas, on prend 10 oiseaux. Si sur ces 10 oiseaux des mêmes parents, il y en a des très petits et des très grands, et puis une taille moyenne, peut-être que ça va être les très grands qui vont le mieux survivre parce que grâce à leurs ailes plus grandes, ils vont pouvoir voler plus longtemps ou je ne sais pas quoi. On les entend d'ailleurs piailler là, je sais pas s'ils sont d'accord avec ce que je dis. Et puis du coup, le fait qu'ils soient plus grands, avec des plus grandes ailes et qu'ils ont vécu plus longtemps, ils vont transmettre ça dans leur ADN. Et du coup, les oiseaux plus petits, qui eux étaient pas adaptés à leur environnement, vont vivre moins longtemps. Mais ça pourrait être que dans un autre environnement, par exemple sur une autre île, la même espèce d'oiseau, peut-être que ceux qui ont des plus petites ailes ou qui sont plus petits vont vivre plus longtemps parce qu'en fait ça va leur permettre d'aller dans des tout petits endroits et qui vont pouvoir mieux se cacher des prédateurs et du coup c'est eux qui vont vivre le plus longtemps. Donc c'est vraiment une question d'adaptation par rapport à l'environnement. Il n'y a pas une espèce ou un animal qui serait bien et les autres seraient mal, c'est vraiment une question de lequel est le plus adapté à son environnement. Maintenant, si on regarde du point de vue des chiens, il n'y a plus ce phénomène de sélection naturelle. Alors il pourrait y avoir dans les chiens de la rue, les chiens férods, etc. Mais là, si on parle de nos chiens qui vivent dans nos foyers, il n'y a pas ce phénomène de sélection naturelle parce que c'est nous qui choisissons que tel individu va se reproduire avec tel individu et on va les faire reproduire jeunes et ensuite on va s'occuper des bébés. Donc même des bébés qui auraient une déformation, une malformation, un souci de santé, etc. On va quand même les aider à vivre avec nos soins médicaux. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des races qui ne sont pas faites pour vivre longtemps et sainement, qui peuvent avoir des problèmes respiratoires avec le nez trop court, qui peuvent avoir des problèmes physiques avec des pattes trop courtes et mille autres maladies ou problèmes de santé. Donc nous les humains, on a déjà une grande influence sur les races et maintenant si on rajoute le phénomène de mode, qu'est-ce que ça va faire? Le phénomène de mode va faire qu'il va y avoir une question d'offre et de demande qui va changer. C'est-à-dire que quelqu'un, un éleveur par exemple, professionnel, qui va faire reproduire une race de chiens, si tout à coup il a 10 chiots, mais que sur ces 10 chiots, il n'a pas juste
5 ou 7 ou 8 ou 10 demandes comme d'habitude, mais qu'il a 60 personnes qui attendent derrière, eh bien il va pouvoir vendre ses chiots beaucoup plus facilement. Et du coup, il va pouvoir reproduire beaucoup plus. Et en fait, il va aller sur la quantité et non plus sur la qualité. Parce qu'il va pouvoir faire reproduire de plus en plus de chiots. Ils vont être très faciles à vendre, même s'ils ont un petit défaut, même s'ils ont un problème, même si en fait les parents ils étaient craintifs, même si en fait on n'a pas fait les tests de santé qu'on devrait faire sur cette race, etc., etc. Mais comme la demande est élevée, les gens se soucient de moins en moins de la qualité, les gens sont de moins en moins exigeants, ils savent qu'il y a une grande liste d'attente, ils sont juste pressés d'avoir un chien et ils prennent un chien aveuglément. Et du coup, comme le client n'est plus exigeant et qu'il y a de la concurrence dans la clientèle et non pas dans l'élevage, et bien du coup on va perdre en qualité. Tandis qu'à l'inverse, si on a moins de demandes ou juste ce qu'il faut comme demande, et bien du coup les éleveurs vont vraiment prendre le soin de pouvoir choisir, ils vont prendre les mâles et les femelles qui sont le plus robustes, qui ont le meilleur caractère, qui s'entendent bien avec tout le monde, qui n'ont pas de peur, qui n'ont pas de problème de santé, etc. Et ils vont vraiment pouvoir prendre le temps de bien les choisir et bien justement sélectionner, parce que c'est ce qu'on fait, il ne faut pas se mentir, on sélectionne, c'est complètement artificiel et c'est vraiment nous qui menons et qui choisissons les individus qui vont se reproduire et du coup on va avoir une influence énorme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas les éleveurs, enfin on est tous responsables, mais c'est pas les éleveurs qui sont responsables, c'est aussi le client. Vous savez, payer ça a plus d'influence sur le monde que de voter. Quand on paye et qu'on va chercher un produit, surtout que maintenant il y a des chiens de race qui se vendent extrêmement cher, et bien du coup forcément on va avoir une influence parce qu'on va donner du pouvoir à la personne qui a les reproducteurs et qui va pouvoir faire par exemple plus de reproduction, moins de tests de santé, etc. Et ça c'est dommage parce qu'en fait dans l'idéal ce qu'on aimerait c'est, alors attention sans tomber dans l'eugénisme bien sûr, mais ce qu'on aimerait c'est faire reproduire des chiens qui sont sains et qui vont être heureux. Parce qu'un chien qui a des grandes phobies par exemple, qui a peur de l'orage, qui a peur des bruits, qui a peur des congénères, voire même qui a peur des humains ou des manipulations vétérinaires, etc. C'est un chien qui va toute sa vie être dans un milieu qui n'est pas adapté à lui. Ça veut dire que toute sa vie, il va être en stress, il va se sentir en danger, il va devoir se suradapter, il va avoir de la peine, etc. Et ça, c'est dommage parce que ça fait des animaux qui ont un taux de cortisol élevé, qui sont en fait juste simplement malheureux parce qu'ils sont pas adaptés. Et puis du coup, après, ça fait aussi des familles qui sont malheureuses parce qu'on voit nos chiens souffrir, parce qu'on aimerait les aider plus, parce qu'on n'arrive pas à les amener avec nous, donc on doit les laisser à la maison, mais à la maison, il y a aussi des problèmes et ainsi de suite. Enfin bref, je vous passe les détails, mais ça fait, sans même parler des problèmes de santé, ça fait aussi des problèmes de comportement qui ont des répercussions. Et puis après, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'on a des problèmes de santé, donc on a des problèmes de comportement, donc on a des problèmes de santé, donc on a des problèmes de comportement, et ainsi de suite. Et là où tout ça est encore plus paradoxal, c'est qu'à côté de ça, nous, la société, on exige de plus en plus à nos chiens. Avant, les chiens, voilà, ils traînaient autour de la ferme, on leur balançait des trucs à manger, s'ils grognaient quand les gens arrivent, tant mieux, parce qu'ils faisaient la garde, s'ils tuaient le chat, c'est pas grave, s'ils mangeaient une poule de temps en temps, on mettait un meilleur grillage, enfin, on leur mettait moins de pression. Maintenant, il y a beaucoup plus de chiens, justement, parce qu'il y a aussi la mode d'avoir un chien, donc il y a beaucoup plus de chiens dans les villes, et on est beaucoup plus exigeants. Ils doivent marcher attachés à une laisse, ils sont de moins en moins détachés, ils sont de plus en plus nombreux, donc ils doivent se rencontrer alors qu'ils en ont pas toujours envie, ils doivent marcher sur un trottoir qui est petit comme ça, ils doivent vivre dans un appartement qui est petit comme ça, on travaille de plus en plus, on a de moins en moins de temps pour les chiens, etc., etc. Donc en plus, on demande aux chiens de s'adapter de plus en plus à notre société, mais au lieu de sélectionner les individus qui s'adaptent de plus en plus à notre société, on sélectionne les individus qui sont les plus beaux, qui ont les yeux bleus, qui ont les oreilles comme ci, qu'on a vu dans un magazine, et ainsi de suite. Donc on a un vrai problème sociétal. Et donc ça nous amène sur le deuxième problème, la deuxième conséquence problématique suite au phénomène de mode, c'est que du coup les gens choisissent un chien sur un physique et ne connaissent pas réellement la race. Quand on choisit un chien, on devrait d'abord aller rencontrer plusieurs individus de cette race-là et surtout de cette lignée-là. Parce que dans une même race, il va y avoir ce qu'on appelle des lignées, c'est un petit peu comme des familles, des tendances qui peuvent être très différentes. Donc en général, par exemple, les deux grandes lignées, ça va être lignée de travail et lignée de beauté. Par exemple, chez le berger allemand, le border collie, le berger australien et toutes les races bergères principalement, il va y avoir deux lignées, mais en fait, même dans les lignées de travail, il va y avoir plein de types de lignées de travail, même dans les lignées de beauté, puis après il y a des lignées mixtes et puis des lignées sport, etc. Donc il y a beaucoup de familles parce que justement, la quantité de chiens grandit et donc la diversité génétique grandit aussi. Et donc en fait, au même sein d'une race, en fait, c'est un petit peu comme s'il y avait des sous-races. Donc c'est pas parce que j'ai connu un husky de mon voisin il y a 25 ans qui était le meilleur chien du monde que demain je peux me planter à n'importe quel élevage, prendre le premier husky que je vois sous la main et que ça sera le même. Bien au contraire. Donc il faut vraiment aller à la rencontre de la lignée que l'on cherche, rencontrer des individus et rencontrer papa, rencontrer maman, rencontrer les cousins, rencontrer les grands-parents, rencontrer les oncles et les tantes, un maximum d'individus de cette famille. Parce que des fois il peut y avoir des peurs, des phobies, etc. qui sautent une génération. Ça arrive quasiment tous les jours que mes élèves me disent « Ah mais c'est bizarre parce que la maman de ma chienne, elle a pas du tout peur de l'orage. » Puis en fait
fait, on va creuser ensemble et puis on apprend qu'en fait, le grand-père est complètement phobique de l'orage et qu'en fait, même, c'était toute la génération d'avant qui était phobique de l'orage. Donc, c'est vraiment important d'aller rencontrer ces individus et puis d'aller les rencontrer dans la vraie vie, pas juste dans leur maison, parce que leur maison, ils connaissent, mais d'aller les voir, comment ils sont dans la forêt, comment ils sont en ville, comment ils sont dans la voiture, comment ils sont quand on prend le train, etc. De vraiment questionner les éleveurs ou les personnes qui vivent avec ces chiens et d'aller vraiment les rencontrer au quotidien pour savoir est-ce que c'est des chiens qui sont bien dans leurs pattes, parce qu'au final, ce qu'on a tous besoin, en tout cas toutes les personnes qui viennent me voir, ce qu'ils me demandent, c'est un chien bien dans les pattes. Et c'est vraiment le truc le plus important, c'est je veux que mon chien il soit heureux, qu'il soit gentil avec tout le monde, donc ça veut dire en gros qu'il n'ait pas peur, ce qu'on va appeler un peu faussement social, qu'il n'ait pas un niveau d'énergie absolument démesurable, et puis voilà, qui s'adapte en fait à la société dans laquelle on vit. Donc en d'autres mots, un chien bien dans ses pattes. Sauf que quand les gens choisissent leur chien, eh ben ils vont jamais regarder s'ils sont bien dans leurs pattes. Ils vont surtout regarder la couleur, la taille, le poids, la longueur des poils, la couleur des yeux. Ok, maintenant dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on puisse parler un petit peu de 4 races qui sont très à la mode, en tout cas dans mon entourage, dans les personnes qui viennent me voir avec leurs chiens en général, parce qu'elles ont des problèmes de comportement d'ailleurs. C'est les malinois, les bergers allemands, les border collies et les bergers australiens. Ce qui est intéressant en fait, avant de prendre une de ces 4 races par exemple, mais en fait n'importe quelle race, c'est de se demander pourquoi cette race a été créée à l'origine. Donc il y a plus d'une centaine d'années. Donc par exemple, si on prend le border collie, à l'origine, il a été sélectionné justement avec cette sélection artificielle pour pouvoir guider les troupeaux de moutons en Angleterre, en Écosse, à distance. Donc ça veut dire qu'ils ont pris leur chien de berger, leur chien de la ferme, et dès qu'un chien avait un bon potentiel pour bien guider les moutons, sans les mordre, sans être trop près, sans être trop loin, qu'il avait une bonne réactivité, qu'il était rapide, etc. Eh ben tiens, toi, t'es un bon numéro, désolé, mais c'est un petit peu ça, et donc on va faire des chiots, et c'est comme ça qu'en quelques générations, eh bien, ils ont pu créer une race, et avec les spécificités dont ils avaient besoin à l'époque. Donc, si on regarde un border collie, qu'est-ce qu'on lui demandait à l'époque? On lui demande de pouvoir guider des moutons, voire parfois des vaches. Donc on lui demande d'être extrêmement réactif au mouvement. C'est un chien qui est donc très à l'alerte de ses sens, qui est vraiment très sur ses yeux, ses oreilles, qui va scanner l'environnement parce que le moindre petit mouvement d'un mouton qui tourne une petite oreille par là-bas, tac, je dois aller vite le bloquer et l'empêcher de sortir du troupeau. Donc c'est des chiens qui sont extrêmement alertes dans leur environnement. C'est des chiens qui ont une grande réactivité et ensuite qui ont aussi une grande sensibilité. Donc nous on dit oui, c'est des chiens intelligents, qui écoutent, etc. Je pourrais faire une autre vidéo sur la notion d'intelligence, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est plutôt qu'ils sont sensibles à la pression humaine à distance. Parce que le border collie, contrairement aux autres chiens de berger, il travaille avec énormément de distance sur des énormes troupeaux de moutons. Donc ça veut dire que son berger humain, il est très loin de lui. Et à peine le berger, il monte le ton, le chien, il doit se coucher, il doit s'arrêter, il doit changer de direction, etc. Donc c'est des chiens qui sont très sensibles à l'humain. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est aussi des chiens qui sont un petit peu craintifs ou peureux. Ça veut dire que c'est des chiens où à peine on lève le ton, ils s'écrasent. C'est des chiens où si on leur marche une fois sur la patte, ils s'écrasent. Pas tous, hein, je fais des généralités bien sûr, mais globalement c'est des chiens qui sont plutôt sensibles à l'humain. Alors que nous, on va dire c'est des chiens qui sont à l'écoute, intelligents et obéissants. Non, à la base c'est pas ça. Après voilà, petit aparté, bien sûr, là je fais des généralités, mais comme je vous disais, il y a énormément de lignées. Donc par exemple un border collie qui travaille sur vache, bah là par contre on leur demande d'être très rentre-dedans, d'être capable de faire reculer la vache ou le taureau, etc. Donc là c'est d'autres types de border collie que ceux qui sont sur mouton ou encore ceux qui sont sur canard. Donc bien sûr il va y avoir énormément de différences dans les lignées. Mais globalement, ce qu'on demande à ces chiens dans tous les cas, c'est d'être extrêmement endurant, c'est d'être jamais fatigué, c'est d'être en alerte et d'être capable en fait d'avoir un niveau d'éveil et d'attentivité, de concentration élevé sur la longueur. Et avec bien sûr aussi cette sensibilité au mouvement parce que voilà, à peine les animaux bougent, le chien doit pouvoir s'adapter. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend des border collie puis on les met dans notre famille. Alors oui, vous allez me dire ouais mais maman, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de moutons, les races elles ont changé, etc. Bah oui et non, parce que des fois il y a des choses comme ça qui génétiquement restent et qui sont très difficiles et très longues à déconditionner. Et du coup, ça reste des chiens qui sont très alertes sur le mouvement, qui sont en hypervigilance, qui sont à l'écoute des moindres bruits dans la maison, qui peuvent avoir peur par exemple des bruits dans la maison, qui vont avoir envie de courir derrière un jogger, de courir derrière une voiture, qui vont avoir de la peine dans les relations avec leurs congénères, parce que contrairement aux chiens de chasse qui travaillent beaucoup en groupe, etc., les border collies, c'est des chiens qui sont très solo, c'est genre un chien par ferme, et puis après on les rentre séparément, et puis on leur demande pas de cohabiter avec leurs congénères. Donc en général, encore une fois, généralisation, mais la majorité des border collies ont des difficultés dans les rencontres avec leurs congénères, etc., etc. Donc en fait, on prend ce chien qui a été à la base choisi pour un job qui est mener les moutons, qui était parfait pour ça, et ensuite on le met dans un environnement où il y a presque plus rien à voir. Ça veut dire là, il y a plus de moutons, il y a plus de champs,
il n'y a plus des heures dehors par jour. Maintenant, tu es dans un appartement ou une maison avec jardin, ça change rien, hein, je m'en fiche. Dans tous les cas, on ne te demande plus de réfléchir, travailler, te concentrer, regarder, observer le mouvement, changer de direction, te focus, etc. au taquet en quart de seconde, rapidement, toute la journée. On ne te demande plus ça. Donc, forcément, après, il peut y avoir des problèmes de comportement. Voilà, donc ça, c'était pour le Border Collie. Si on prend le berger australien, c'est un chien qui, contrairement à son nom, a été sélectionné aux États-Unis pour travailler aussi au troupeau, mais un petit peu plus sur les vaches, et puis moins à distance que le Border Collie. Donc c'est un chien qui est plus robuste, qui est moins sensible, parce que l'humain était plus proche et on lui demande pas de réagir avec autant de sensibilité. Et puis il était moins dans le guidage, il était plus dans la protection et l'alerte. Et puis c'est différents types de troupeaux qui se déplacent différemment. Donc ça fait un chien qui a un caractère différent, qui a un caractère plus maniable que le Border Collie, mais assez protecteur. Et du coup, pareil, après on met ces chiens dans notre famille, et puis on se demande pourquoi ils ont tellement d'énergie, pourquoi ils sautent comme des kangourous, pourquoi est-ce que ils sont jamais fatigués même après 3 heures de vélo, et pourquoi est-ce qu'ils aboient quand il y a le facteur, quand il y a le voisin, quand il y a du bruit dans le couloir, etc. Oui, parce qu'en fait à la base c'était aussi des chiens qui devaient alerter. Ensuite, dans les autres races qui sont pas mal à la mode, on a le Malinois. Et le Malinois, à la base, c'est un chien qui a été sélectionné pour tout ce qui va être du travail utilitaire de protection et de recherche, donc tout ce qui va être le travail de la police, militaire, etc. Donc c'est des chiens à qui on demande d'être extrêmement réactifs, ça veut dire qu'ils sont du tac au tac, c'est vraiment question-réponse, stimuli-réponse, stimuli-comportement. Et après, on se demande pourquoi ils réagissent tellement vite que nous, on n'a rien le temps de faire. Donc c'est des chiens qui sont très rapides, qui sont très résistants à la pression, donc ça c'est le tout contraire du Border Collie pour la résistance aux pressions. C'est des chiens au contraire qui ont l'habitude d'être sous pression et qui doivent tenir la pression, qui doivent tenir les bruits, l'agitation, les cris, etc. Donc c'est des chiens qui normalement ont peu de peur, en théorie, et voilà, qui ont un mental d'acier. Et après, on les met dans des familles, et puis le problème c'est que dans les familles, les gens ne comprennent pas pourquoi le chien, tu lui dis non, il s'arrête jamais, voire il se retourne contre toi. C'est des chiens qui ont à nouveau, bien entendu, toujours beaucoup d'énergie, un niveau d'éveil et un besoin nerveux énorme que à peu près personne ne peut remplir dans une famille normale, et surtout cette réactivité tellement rapide qui fait que si derrière on n'a pas un humain dont c'est le métier, et bien en fait l'humain va toujours réagir trop tardivement, avec juste 2-3 secondes de retard, et le chien va apprendre tous les comportements à l'inverse, et du coup ça va être très difficile en fait de leur apprendre et leur montrer ce dont on a besoin. Et ensuite une autre race plutôt à la mode, en tout cas dans la région ici, ça va être le berger allemand, et pareil, berger allemand de travail, c'est des chiens qui ont demande d'être ultra réactifs, ultra au taquet, très protecteurs, des chiens qui doivent réagir à la frustration, qui semblent avoir peur de rien, même si je pense qu'en vrai, ils ont pas mal de peur, mais on leur demande en tout cas d'être beaucoup dans la confrontation. C'est des chiens qui aussi sont montés dans la police, etc., à réagir à la tension sur la laisse. Donc c'est vraiment des chiens qu'on travaille en frustrant, on les retient, puis une fois que la bombe est prête à exploser, là on les lâche, et puis c'est comme ça en fait qu'on obtient l'explosivité dont on a besoin. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait après dans les familles? Ça fait des chiens qui réagissent sur les autres chiens dès qu'il y a la moindre petite tension sur la laisse. Ça fait des chiens qui sont gonflés à bloc, qui sont facilement dans la confrontation, qui sont très protecteurs de leurs humains, mais dans des contextes qui ne sont plus appropriés, etc., etc. Voilà, donc bien sûr, ça c'est des exemples et des généralités, et fort heureusement, il y a aussi plein de chiens qui ont réussi au fur et à mesure de l'évolution, etc., à s'adapter à notre nouveau mode de vie. Mais je pense que c'est vraiment important de se rappeler pourquoi est-ce que telle ou telle race a été créée à l'époque et qu'est-ce qu'on leur demandait. Parce que c'est sûr que maintenant, si on prend l'exemple de ces 4 chiens de berger et que maintenant on les met dans nos environnements qui sont très citadins, même si vous habitez à la campagne, ça reste très citadin en général par rapport à ce qu'on leur demandait à l'époque. Donc des environnements qui sont très stimulés, avec des voitures, des bruits, la télévision, des choses, des lumières et des trucs en permanence, mais ils doivent pas y répondre, ils doivent pas courir derrière les joggers, ils doivent pas regarder les vélos, etc., etc. Ensuite, on leur demande de plus être protecteurs, parce qu'en fait, il y a beaucoup de chiens qui protègent, qui vont aboyer pour protéger contre les autres chiens, ou contre le facteur, ou contre les enfants de la voisine, etc. Et puis en fait, nous on comprend pas pourquoi ils aboient, mais c'était à la base des chiens qui avaient aussi un rôle d'alarme et de protection. Ensuite, c'est des chiens à qui on va demander de dormir 20 heures sur 24, alors qu'avant on leur demandait d'être au taquet 8 à 10 heures par jour en haute saison, voire plus. Donc là encore, comment est-ce qu'ils peuvent s'habituer à un tel changement? Voilà, et puis c'est aussi des chiens qui sont avec des humains dont ce n'est pas le métier, enfin dans le sens qu'ils n'entraînent pas leur chien 8 heures ou 10 heures par jour, et donc qui n'ont pas un bon timing. Et c'est des chiens qui sont très réceptifs, très réactifs, très rapides, et je vois systématiquement qu'avec des humains qui ne sont pas formés et entraînés et dont ce n'est pas le métier, ce qui est normal, et bien en fait il y a un
décalage horaire. Enfin, on a un problème de timing qui fait qu'en fait, le chien apprend à l'inverse, quasiment l'inverse que ce que l'humain à la base voulait lui enseigner. Alors que d'autres chiens de race de compagnie qui sont juste un petit peu plus tranquilles dans leur tête et qui vont pas à 1000 à l'heure comme des Ferrari, en fait, ils laissent juste les 2-3 secondes de réflexion à leur humain pour réagir et ça suffit pour pouvoir faire des apprentissages simplement. Voilà, donc pour conclure cette vidéo qui me tenait à cœur sur cet effet de mode, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, à remettre en contexte, mais ce que j'aimerais, c'est que vous développez un petit peu un esprit critique, que vous réfléchissiez plus largement que simplement avec une race et que vous compreniez que c'est plutôt les lignées et les individus qu'il faut apprendre à connaître et qu'il faut comprendre et que vous puissiez les comparer, les confronter un peu toutes vos idées, toutes vos envies, que vous soyez aussi un petit peu réaliste avec votre quotidien parce que voilà, je veux dire, moi la première, on travaille tous, on a 1000 choses à gérer dans notre quotidien où tout va juste trop vite et la plupart d'entre nous, pour ne pas dire franchement quasiment tout le monde, on n'a pas besoin d'un chien qui est capable de travailler, de courir et de réfléchir 8 heures par jour. Vraiment, on n'a pas besoin de ça en fait, à moins que ce soit votre métier, à moins que vous soyez agriculteur avec votre chien au quotidien, avec les animaux, etc. C'est autre chose. Mais probablement que si vous écoutez cette vidéo, vous êtes comme moi, une personne normale, plus ou moins citadine, dans une famille qui a un chien pour le loisir. Et bien sûr, je ne dis pas non plus que ces races sont complètement interdites. J'ai moi-même eu plusieurs border collies, mais ce que je dis, c'est qu'il faut vraiment faire attention et apprendre à les connaître, à les comprendre et ne pas leur demander non plus de se suradapter en fait à notre environnement, mais comprendre aussi derrière pourquoi est-ce qu'ils vont avoir certaines peurs, certaines sensibilités, certaines réactions et pouvoir les aider en fait au mieux dans ces ajustements qu'on leur demande au quotidien. Et surtout de pouvoir répondre au maximum à leurs besoins, ce qui n'est pas tous les jours facile. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un bon moyen facile, rapide et gratuit de nous soutenir, c'est déjà au minimum de vous abonner à notre chaîne. Et puis, vous pouvez aussi bien sûr partager cette vidéo pour nous aider à diffuser cette culture de l'éducation canine qui soit la plus à jour et bienveillante possible. Si vous aimez particulièrement notre contenu, que vous avez envie d'en apprendre plus, que vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'échanges, qu'on puisse parler de toutes ces races, qu'on puisse comprendre votre chien plus en détail, plus en profondeur, eh bien je vous invite à nous rejoindre sur notre plateforme 100% en ligne, myeduzan.com.